On espère qu'il y aura 10 minutes de questions, mais on n'est pas encore sûr. Donc moi, je voulais faire juste une petite introduction. Donc, et en guise d'introduction, on voulait un peu expliquer avec Anaïs quelle était la genèse et le processus de construction de cette intervention. Lors d'une précédente collaboration avec le réseau international Charge, on avait recueilli des témoignages de parents et de personnes en situation, enfin porteuses du syndrome Charge d'ailleurs. On avait recueilli leurs témoignages sur ce qui leur semblait être important que les professionnels sachent et sachent faire pour accompagner leur enfant. Et c'est vrai que ce qui ressortait de façon assez majeure dans ces témoignages, c'était cette question du parcours de vie, la facilitation du parcours de vie dans le domaine du soin, du médico-social et de la scolarité. Donc, nous, on a mis le titre sur le programme. Et puis ensuite, on s'est dit, après tout, au parcours de vie, qui peut en parler mieux que les personnes elles-mêmes concernées, c'est-à-dire les personnes qui ont un syndrome Charge et celles qui sont au plus près, les familles. Donc, tout naturellement, on a créé un petit groupe de travail et on a invité aussi des professionnels de terrain parce que ce qui nous intéresse surtout, c'est d'y réfléchir ensemble. Donc, on a fait appel au savoir d'expérience aux personnes et aux familles et au savoir professionnel. Et puis, on a commencé par faire un petit brainstorming, déjà. Je suis trop près du micro. Je vous casse les oreilles. On a commencé par faire... Là, ça va ? Oui, je regarde Yves. On a commencé par faire un petit brainstorming. Donc, on voulait avoir une base commune pour échanger, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un parcours de vie ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que vous mettez derrière ? Et puis, ce qui est ressorti, c'est quand même beaucoup de mots comme obstacles, freins, contraintes, empêchements, enfermement. Et c'est pour ça que sur la première diapo qu'on a choisi de projeter, il y a 6 situations avec un petit bonhomme qui est face à différents obstacles, donc des murs, des ravins, voilà, des choses comme ça. C'est pour représenter un peu tout ce qui peut jalonner le parcours de vie des personnes. Et puis, on a continué à travailler ensemble. Et puis là, on s'est dit, très bien, on identifie qu'il y a des difficultés. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment, justement, on va pouvoir les dépasser, chercher ensemble des solutions et pour faciliter, justement, ce parcours de vie. Donc, on a posé la question, qu'est-ce qui vous aide ? Qu'est-ce qui vous a aidé ? Ou qu'est-ce qui pourrait vous aider pour faciliter le parcours de vie de votre enfant ? Et puis, du coup, sur cette même diapositive où on voit les 6 petits bonhommes dans différentes situations, on voit aussi qu'il y a des aides. Donc, il y a un petit tremplin pour aider à surmonter l'obstacle. Il y a une perche, une échelle. Voilà, des recherches de solutions pour que l'obstacle soit moins difficile à passer. Donc, en fait, c'est ce que vous vont présenter aujourd'hui les personnes qui sont ici, que je remercie bien évidemment chaleureusement, d'avoir accepté de témoigner, de partager un peu leur expérience. C'est au travers de leur expérience personnelle, de leur parcours de vie ou du parcours de vie de leur enfant, elles vont essayer de vous partager un peu de ce savoir-là et de témoigner, elles, de vous partager ce qui les ont aidés ou ce qui les aiderait pour faciliter le parcours. Et c'est Basile qui va démarrer, et qui va commencer, pardon. Et attends, je voulais dire un truc. Mais oui, pardon, je voulais pas le faire ce jeu de mots parce que c'est Basile démarre. Et je me suis dit, à force de me dire, je peux pas dire Basile démarre, et je l'ai dit évidemment. Donc je m'excuse, je voulais pas le faire. Voilà, un peu d'humour, dit Basile, ouais, ça fait du bien. Mais Basile va commencer en témoignant, en nous faisant une présentation plutôt du point de vue de ce qu'il a appris au niveau de ses émotions et de ses croyances. Donc voilà, moi je suis Basile Desmar. Je vais vous parler de mon parcours avec le syndrome. Donc moi je suis né le 26 avril 2000. Je suis né par césarienne, donc prématuré. Et en fait, mes parents étaient déjà séparés à ma naissance. Voilà, donc, du coup ça a eu un impact aussi plus tard, donc, voilà, dans les prochaines slides. Donc voilà, j'ai été diagnostiqué suite à des problèmes de déglutition. En fait, 5 jours après, je suis allé à 5 jours après, j'ai à peine eu le temps de rentrer chez moi. Je suis retourné au CHU parce que j'étais en train de maigrir. J'arrivais
avec beaucoup de difficultés à me nourrir. Voilà, c'est bon. Donc en fait, j'ai été opéré, j'ai eu plusieurs opérations, après j'ai eu un long parcours hospitalier. Donc j'ai été opéré du cœur, des reins, des amygdales, appareil génital. J'ai aussi été nourri par sonde gastrostomie. Oui. Donc j'ai été alimenté par le nez aussi, et jusqu'à 4 ans, en fait, là principalement, j'ai été nourri avec une sonde gastrique. Voilà. Donc en fait, j'ai passé beaucoup de temps à manger je passais beaucoup de temps à manger et j'ai passé beaucoup de temps avant de retrouver la faim. Vraiment vers l'adolescence, c'est là que j'ai commencé à un peu plus retrouver le plaisir de me nourrir. C'est bon. Donc j'ai passé un long moment à l'hôpital et en fait c'est, je dirais, des moments les plus impactants dans ma vie parce que ça m'a beaucoup traumatisé. Aujourd'hui, là où j'en suis, je suis en meilleure santé, mais sur le moment, voilà, j'ai été sous réanimation. J'ai ressenti beaucoup de solitude et d'abandon parce qu'en fait, je suis resté 18 mois et demi à l'hôpital. Et en fait, c'est-à-dire que j'avais pas du tout de lien, si ce n'était qu'avec les médecins. J'avais pas du tout de lien affectif ou autre, en fait. Et voilà, j'avais pas de. En fait, j'avais surtout la sensation que mon corps ne m'appartenait pas. Je suis allé en réanimation. Et par la suite, en fait, j'ai été confronté à la mort. Donc, il y a eu beaucoup de traumatismes qui se sont faits inconsciemment, mais que j'ai détectés comme des traumatismes plus tard. Donc, après, je suis allé directement chez ma mère, mes parents étant séparés. Voilà pourquoi je disais ça. J'étais dans une zone très sécurisante, en fait, là. Et c'est un moment où je suis passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros contraste entre ma situation à l'hôpital où j'étais nourri par sonde avec les médecins, où j'étais dans une situation médicale bah, qui impactait ma vie, voilà, disons-le. Donc du coup, il y avait un gros contraste et entre cette situation et la sécurité de ma mère qui me protégeait beaucoup. En fait, elle-même a eu des impacts de décès dans sa famille brutale et en fait, voilà, elle a voulu me protéger. J'étais pas malheureux au niveau matériel et tout, mais j'étais coupé de la vie réelle, très protégé, coupé socialement des autres de mon âge. Je voyais que la famille ou d'autres adultes. Et en fait, la situation de ma mère a accentué ce traumatisme. Non, c'est bon, j'avais juste moi qui ai oublié. Anecdote, donc voilà. Donc en fait, par la suite, je suis rentré à l'école et donc j'avais peu de relations sociales avec mes camarades. En fait, j'étais à la crèche. Quand j'étais à la crèche, par exemple, je cherchais plus le lien avec les ATSEM, les auxiliaires puéricultrices, avec les assistantes maternelles. Et je m'amusais seul. En général, j'étais assez dans mon univers. Donc, la séparation était tout le temps très dure, due au fait que je suis passé de l'hôpital à un endroit sécurisant, ultra sécurisant. En fait, la séparation me ramenait à l'hôpital, et l'hôpital me paraissait d'autant plus traumatisant quand j'avais vécu la sécurité après. Je ne sais pas si, voilà, si j'ai été clair, mais voilà. Donc, je me suis senti rejeté. J'étais rejeté clairement pour mon handicap. Je cherchais le lien de façon très maladroite, dû aux problèmes neurosensoriels et aussi dû alors comme j'ai dit sur la slide ici, en orange, besoin extrême d'exister, il y a un traumatisme d'abandon et de rejet au CHU, exprimé par des bêtises ou de l'hypersollicitation lors d'un ressenti de carence. Je prenais beaucoup de place, je posais beaucoup de questions. Par exemple, je me mettais aussi dans des situations dangereuses. J'étais incapable d'exprimer la douleur liée aux moqueries. Donc, par exemple, une fois, je m'étais fait frapper dans la cour d'école. J'avais escaladé la tour, non pas l'échelle, du coup pour l'incendie. Donc, ce qui faisait que c'était dangereux. Et par la suite, voilà, avec les bêtises que je faisais, je savais pas ressentir la douleur en fait physique parce que j'avais tellement encaissé à l'hôpital que je m'étais habitué à la douleur physique après. Et ma seule manière de montrer quelque chose, c'était de juste mettre en place des stratégies pour attirer l'attention. Parce qu'en fait, la douleur physique me paraissait moins douloureuse que le manque d'attention. Voilà, c'est pour ça que avec mes parents, des fois, je dépassais les limites. Et en fait, clairement, disons que
Ils ont été obligés des fois de me mettre des claques et ça suffisait pas et moi je continuais toujours. Donc ce comportement assez compliqué. J'ai un comportement hyper sollicitant, toujours en demande de sécurité. Le syndrome du poussin, en fait, c'est ce que j'ai appelé syndrome du poussin, c'est que je m'identifie à travers les interprétations des autres et je cherche toujours une figure sécurisante. À l'époque, je cherchais toujours une figure sécurisante chez les autres. Donc moi je suis allé en ITEP après le passage à l'école. Parce que l'école ne pouvait pas assurer les comportements que j'avais. Donc du coup, j'arrive dans un nouveau lieu, séparation toujours très dure. Je ne sais pas parler de mes problématiques, ça c'est important, je vais en parler plus tard. Et mes parents expliquent à l'établissement, ça attire la jalousie des autres. Et l'établissement et moi-même ne savons pas plus quoi faire pour m'aider. Et en fait, le truc, c'est que je suis passé du CE1 à la 6e dans cet institut. Ça a pris beaucoup de retard sur ma scolarité. Et après, ensuite, j'ai enchaîné directement en temps partagé au collège, mais c'était voilà, ça m'a fait prendre beaucoup de retard. Et le schéma de rejet se répétait à chaque fois à cause de mon comportement. Donc plus je me sentais rejeté, plus j'avais le comportement sollicitant ou exprimé d'une différente manière, plus je me faisais rejeter. Je sortais de l'établissement pour aller vers un nouveau schéma de répétition. Voilà, voilà. Donc, donc dans cette ITEP, hein, j'ai vécu beaucoup de violences aussi, mais je décide de ne pas en parler ici parce que ça ne concerne pas le syndrome. Mais voilà, vraiment, si les enfants ont des problèmes de comportement, c'est un message que je peux faire passer, c'est éviter les ITEP. Ça va faire que renforcer, voilà, surtout qu'il y a des gens qui sont en situation de handicap mental, parfois qui ne comprennent pas. Et en fait, chacun, les uns et les autres se font souffrir, en fait. J'en veux même pas à ces personnes-là, c'est que tout le monde baigne dans sa propre souffrance et ça fait que accentuer les choses et voilà, c'est mauvais. Alors, j'ai des difficultés à m'intégrer moi à cause de mon audition et donc du coup j'interprète mal les choses. Par exemple, quand je vais au théâtre, si tout le monde parle en même temps, s'il y a un brouhaha, j'ai du mal à percevoir. Et en fait, souvent on se fait des interprétations qui sont liées à nos 5 sens. Donc du coup, ça peut créer de l'exclusion sociale. Et parfois aussi, les interprétations peuvent être troublées par nos traumatismes. Donc voilà, et moi, vraiment, l'audition, je le repère que maintenant, j'en parlerai après, mais c'est ce qui vient impacter vraiment mon problème aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment l'audition qui vient me créer de l'exclusion. Maintenant que j'en ai conscience, je sais parler de mes problématiques. Donc voilà. Alors, donc j'ai vécu différentes blessures dont je vais parler et je vais vous parler des schémas de répétition. Donc en fait, il y a une situation vécue, une émotion, une interprétation et un mécanisme de défense. Par exemple, dans cet exemple-là au CHU, donc j'ai ressenti beaucoup de peur et d'anxiété. Je me suis senti rejeté et en fait, comme je ne pouvais pas me sauver du corps médical, mon mécanisme de défense c'était la fuite et résister intérieurement. En fait, clairement, je me laissais mourir. Et je laissais libre à l'autre le soin qui m'était accordé. En fait, j'ai toujours pensé que c'était l'autre qui, comme, en fait, ça a fait que j'ai fait une dissociation de mon corps et de ma personnalité. Ok, c'est bon. Quand j'ai quitté le donc oui, par la suite, en fait, mes parents venaient me rendre visite et moi, j'étais super content, mais bon, ils repartaient tout de suite après, donc ça pouvait créer chez moi de l'abandon. Donc je me suis senti abandonné, c'est toujours cette même peur d'anxiété et de peur. Ouais. Je me suis senti, donc j'ai interprété que j'étais abandonné. J'ai développé de la dépendance sociale et émotionnelle, d'où ce syndrome du poussin que j'ai appelé. Voilà, le suivant, c'est bon. Donc en fait, j'ai revécu du rejet, comme je vous ai dit tout à l'heure, je parlais du harcèlement et de la mise à l'écart. Mon comportement, plus mon handicap, plus le fait que je n'arrive pas à expliquer correctement mon handicap, créait du rejet. Donc j'avais un comportement pas adapté. Donc du coup, j'avais plus de rejet. Je changeais d'institut, j'avais plus de rejet. En fait, c'est vraiment un cercle vicieux et un bordel. Voilà. Désolé du mot, mais c'est un peu représentatif. C'est complètement voilà, représentatif, tout simplement. J'ai rien à dire de plus, c'est bon. Voilà. Alors, l'importance d'expliquer clairement le handicap à son enfant. Donc, ça, c'est un gros point que je voulais aborder. Parce que, en fait, l'importance, c'est tout simplement
dans une situation où l'enfant va être rejeté, comme la slide précédente, il va se sentir rejeté parce qu'il croit que c'est lui. Il croit que, en fait, il est rejeté parce que tout simplement, il est lui, comme si je vous rejetez, vous, personnellement, sans parler de vos différences, de vos attraits physiques, je ne sais pas. Mais voilà, au niveau de son émotion, au niveau de mon émotion, je me sentais rejeté. Donc du coup, en fait, j'avais beaucoup de peur, de colère. Et du coup, alors en fait, mes parents, comme je vous ai dit, ils s'inquiétaient beaucoup pour moi. Ils ont voulu me sortir du milieu du handicap. Et en fait, ils ont voulu bien faire, clairement. Mais ils m'ont jamais expliqué clairement avec des mots ce que c'était le handicap, ce qui fait que moi, je voyais juste mon problème d'audition et je pensais que j'avais pas de handicap. Donc du coup, quand on me rejetait, je ne savais pas expliquer la maladie, ou je trouvais des excuses, par exemple, pour mon souci, mes problématiques d'épaule. Une fois, j'avais dit que j'avais eu un accident de voiture, ou enfin voilà, la seule chose visible, c'était les appareils. Donc ça, je disais vite fait. Mes parents m'ont toujours dit, t'as des petits soucis, vite fait, t'as 2-3 petits trucs, t'inquiète pas, ça va aller. Donc du coup, moi, je voyais clairement le syndrome Charge comme une grippe vitale que j'avais eue à la naissance. Voilà, mais qu'aujourd'hui tout allait bien. Et quand j'ai commencé à devenir ado, j'ai vu que alors j'avais pas, j'ai vu qu'en fait clairement j'étais fin, j'étais maigre et je me trouvais pas gros. Je voyais toujours la paralysie faciale, les oreilles déformées. Et en fait, je me demandais, parce que mes parents me disaient toujours, oui, ça va aller, t'es petit encore, t'auras le temps de grandir, ça va bien se passer, c'est du passé, quand t'étais petit, avec ta sonde, t'as eu juste une maladie quand t'étais petit, mais maintenant tout va bien. Du coup, je me suis dit, en grandissant, tout va aller bien. Et quand je suis devenu ado, je suis allé voir cette thérapeute, et un jour, elle m'a dit, mais Basile, vous avez une maladie, vous avez le syndrome Charge, peut-être que vous feriez mieux d'aller sur Facebook, rencontrer du monde. C'est ce que j'ai fait, et finalement, ça m'a aidé au début, j'étais un peu dans le déni. Je voyais des gens plus atteints, des gens pas du tout atteints. Donc d'un côté, je me disais, eux, ils sont plus atteints que moi. Finalement, qu'est-ce que je fais là? Et de l'autre côté, je me disais, eux, ils sont moins atteints. Qu'est-ce que je vais aller les emmerder avec mes problèmes? Enfin, les embêter avec mes problèmes. Voilà, désolé du vocabulaire, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est pour ça que je monte un peu dans l'émotion. Mais voilà, c'est très important pour que l'enfant, ensuite, dans sa stratégie, adopte le fait de s'informer sur les réseaux pour être capable déjà de ne pas se sentir seul et d'expliquer son handicap pour être capable de faire face au rejet. Si par exemple quelqu'un lui dit tout simplement moi ça m'est arrivé quand j'étais petit, on faisait semblant de parler devant moi ou des choses comme ça parce que je me sentais pas bien et j'entendais mal, donc il y avait beaucoup de moqueries où on me disait clairement que j'étais déformé, que j'étais bizarre, voilà. Moi je savais pas, moi en fait je venais naturellement. Il faut savoir qu'un enfant quand il naît, il naît avec le mental pur. Il n'a pas la notion de handicap, il n'a pas la notion même de différence de toutes les stéréotypes qu'il peut y avoir, hein, que ce soit moi je mélange tout, que ce soit par exemple, il ne connaît pas les discriminations du handicap, il ne connaît pas le racisme, il ne connaît pas l'homophobie, il connaît pas tout ça, il est pur, quoi. Enfin, là on vient, il comprend qu'il est différent des autres, mais on ne lui dit pas qu'il a un handicap. Vous voulez qu'il réagisse comment? S'il ne sait pas comment il est né, s'il ne sait pas clairement les difficultés qu'il a eues. Et c'est pas, bien sûr, c'est pas de votre faute, c'est normal, c'est très violent, hein, d'avoir un enfant en situation de handicap. Je comprends la situation, je ne m'énerve pas contre les parents. Et mes parents, les premiers, je leur pardonne. C'est juste pour vous expliquer, il faut absolument expliquer clairement, pour vous expliquer les causes que ça peut engendrer. Voilà. Et une fois une fois que cet enfant-là lui-même sait parler de son handicap, ça ira mieux. Ça ira mieux, ça ira pas encore mieux, mais il saura se diriger vers les personnes qui lui correspondent mieux. C'est bon. Voilà. J'ai abouti, je vais pas. Pardon. Alors, donc mon sentiment de dette. En fait, ça, je l'ai réalisé quand j'ai pris conscience du handicap, mais pas tout de suite. Ça, je l'ai toujours développé, ce sentiment de dette, mais j'en ai pris conscience un peu plus tard. Je dirais plus après le Covid, j'en prenais conscience petit à petit, jusqu'à
en 2023-2024. En fait, après l'hôpital, ma mère et les adultes, ils répondaient souvent à tous mes besoins. C'est-à-dire que voilà, on a un enfant en situation de handicap, je me mets à la place d'un parent, on a envie que son enfant aille mieux, on a envie de le sauver, on ressent beaucoup d'amour pour cet enfant et on veut l'aider à aller au mieux, c'est son enfant. Donc tout simplement, moi, ma mère, elle m'a donné beaucoup d'amour, d'autant avec je vous ai dit, ces problématiques, elle a perdu du monde dans sa famille. Elle m'a beaucoup protégé. Après, j'ai été suivi sans arrêt par des centres médicaux, par des ITEP, j'ai été suivi par des CESAD, beaucoup de psychologues. Donc jusqu'à mes 18 ans, j'ai été suivi comme un petit de 5 ans sans handicap. Enfin, voilà. Alors, ça m'empêchait pas, des fois, quand j'étais ado, j'avais 2-3 potes, j'allais sortir avec eux, mais ça n'empêchait pas que derrière, j'étais toujours suivi de cette manière. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que toute cette occupation qu'il y a eu autour, ça a fait que j'ai cru pendant longtemps que les gens me devaient sécurité et éducation. La situation, émotion vécue, voilà, émotion. En fait, quand j'ai appris ça au début, j'ai ressenti de la colère. Et la nouvelle interprétation que je me suis créée, c'est que en fait, tout simplement, si autant de gens étaient autour de moi quand j'étais petit, j'ai compris que c'est clairement les gens me doivent rien. Et ça paraît logique. C'est juste que si j'ai ressenti ça, c'est à cause de l'accompagnement avec le handicap. Mais sans savoir que j'étais en situation de handicap, je ne pouvais pas comprendre le comportement que les autres avaient avec moi. Voilà. Et quand j'ai capté tout ça, quand j'ai compris tout ça, je me suis dit, en fait, je dois vivre comme les autres, je me permets de vivre comme les autres, en fait, parce que tout simplement, c'est mon handicap. Je ne suis pas un handicap, je suis juste moi avec un handicap, comme nous tous, quoi. Voilà, c'est tout, c'est bon. Donc, soigner mes... Bon, merci. Non, mais il me reste quelques petites slides. Soigner les impacts de nos traumatismes. Je vais vous parler des stratégies que j'ai développées. Donc, ma blessure de la trahison. Donc, le mécanisme de défense, là, c'est des répétitions. C'est par rapport aux blessures. Sur ma blessure de trahison, j'avais l'habitude de contrôler pour voir si j'étais bien en sécurité, de beaucoup solliciter pour demander de la sécurité. Donc, j'observe maintenant pour apprendre comment réagir face aux autres. Voilà, j'observe ce qui se passe, j'observe comment je me sens, je me permets d'écouter mon corps, malgré que les autres, parce que moi, les autres me donnaient beaucoup de soins physiques, donc du coup, je me disais souvent, en fait, c'est aux autres de s'occuper de mon physique. Je veux dire, j'ai mis du temps à aller vouloir manger tout seul. Par exemple, des fois j'ai super froid quand je suis angoissé. J'ai mis du temps à comprendre que si j'avais autant froid, c'était pas parce que j'avais besoin d'une laine polaire, mais tout simplement que j'étais angoissé. C'est ridicule. Enfin, c'est pas ridicule, mais ça paraît normal. Mais voilà, c'est des choses. J'arrive pas à prendre soin de mon corps. Donc je réponds à mes besoins sans attendre des autres, et je connais la situation après observation de la situation. Parfait. Stratégie. Donc sur la blessure du rejet, je m'informe. Je m'informe sur qui je suis pour mieux communiquer. Voilà qui je suis. Donc j'ai le syndrome, je m'informe pour mieux communiquer et aller vers le groupe social qui me correspond. Le rejet, c'est vraiment en rapport avec le groupe social. Donc une fois que je sais mes besoins et que en fait je sais mes besoins, je peux aller vers les gens qui m'acceptent comme je suis. Mais attention, il faut aller vers les gens qui nous acceptent comme on est, mais aussi aller vers les gens qui nous correspondent, tout simplement. Si par exemple, je dis n'importe quoi, je vais dans un groupe de gens qui aiment, je sais pas, l'automobile, qui m'acceptent comme je suis. Moi, si par exemple j'aime faire de la danse, voilà, c'est pas parce qu'on a une maladie qu'il faut non plus aller vers la première personne qui nous accepte comme on est, quoi. Voilà, faut aussi, faut juste vivre, s'affirmer, tout simplement, dire merde quand il le faut, et voilà. Slide suivante, c'est bon. Donc, du coup, les impacts de l'abandon, donc c'est une de mes plus grosses blessures, ça résume un peu tout. Je m'occupe de mes besoins physiques, mentaux et créatifs. Je prends des initiatives pour moi sans attendre des autres. En fait, l'abandon, la différence avec le rejet, qui est l'exclusion du groupe social, l'abandon, c'est quand on est délaissé. C'est quand quelqu'un de dépendant est délaissé. Par exemple, une personne âgée, abandonnée, délaissée, elle a besoin, quand la personne est en besoin, elle est délaissée. La personne handicapée qui a des besoins, elle est délaissée, elle va ressentir de l'abandon. Donc du coup, voilà, j'ai ressenti de la dépendance sociale, émotionnelle et affective.
Et en fait, tout simplement, voilà, c'est ce que je dis, je m'occupe de mes besoins physiques, je m'écoute, j'apprends à m'écouter. Voilà. Donc voilà, je voulais finir ce diapo sur cette photo, en fait, qui est tout simplement, je pense que vous l'aurez deviné, c'est une photo de moi à moi petit, tout simplement pour exprimer le fait que peu importe le handicap qu'on a, peu importe la situation dans laquelle on est, que ce soit vous, enfin voilà, vous m'avez compris. Parfois, si on se sent pas bien, c'est que on le trahit. En fait, on trahit notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur clairement, qui est notre émotion. Vous pouvez aussi vous imaginer cette photo avec vous et votre enfant intérieur, tout simplement. Pour être plus radical, l'enfant intérieur, hein, c'est vraiment, comme je redis, l'émotion. Et en fait, quand nos émotions sont débordées, c'est qu'on a trop longtemps bafoué nos émotions. Et à force, lui, il se met à pleurer, il sait pas. Il faut être le parent de cet enfant. En fait, faut pas non plus lui laisser libre arbitre, parce que lui, il savait pas ce que c'était le handicap. Il a toujours cru que tout lui était dû sans savoir ce qu'était le handicap. Il a jamais su en parler. Donc, c'est à moi maintenant de l'accompagner. C'est à vous de vous accompagner. C'est à vous d'accompagner vos enfants. Et tout devrait bien se passer si on écoute son émotion tout en étant maître et de soi-même. Et en fait, on m'a fait croire, oui voilà, c'est ce que je voulais dire à la fin, c'est qu'on m'a fait croire que j'étais beaucoup plus handicapé que ce que j'étais. Et donc du coup, voilà, c'est ça. Et je me perds dans mes notes. Oui, donc principalement, on m'a fait croire que j'étais beaucoup plus handicapé que ce que j'étais, ce qui fait que pendant tout ce cheminement, ça a été très compliqué. Maintenant, j'ai encore des problématiques parce qu'on en a tous. Je vais avancer tout en l'écoutant et en l'accompagnant et en fusionnant pour ne faire que moi et avancer dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, je me nourrissais exclusivement de mes traumas. J'arrivais pas à avancer. J'étais vraiment sur l'instinct de survie. L'instinct de survie où, tant que j'avais de l'attention, j'étais heureux, je cherchais pas plus loin. Parce que si j'écoute mes émotions, ça va se terminer comme ça. Je vais pas aller plus loin. Je suis en sécurité. Ok. Mais qu'est-ce que je veux faire derrière ? Faut pas que lui, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le reprenne tout petit et juste que je continue à m'enrichir. Je ne vais pas en rester là. Je vais continuer à m'enrichir avec les interprétations qu'on a vues tout à l'heure. La vie, en fait, c'est une tonne d'interprétations. C'est pour ça aussi que j'ai mis les persos de vice-versa. Je vous conseille d'aller voir le film, qu'il est vraiment bien. Et voilà. Donc, on peut tous le faire. Ce qu'il faut, c'est juste ne pas se soutenir les uns les autres et connaître, parler. Voilà, le mot de la fin. Je n'ai pas vraiment de mots, mais juste tout le diapo, quoi. Et la suite, le dernier diapo, c'est juste les réseaux sociaux qui m'ont aidé. Voilà, c'est tout. Les réseaux Facebook, Crésam, pour s'informer sur le syndrome, sur le syndrome charge. Moi, voilà, de mon côté, je remercie aussi ceux avec qui j'ai pu échanger sur le syndrome. Donc, comme Chloé, Oriane, Étienne, Thomas, je vous remercie. Et puis, chacun dans vous, il y en a encore d'autres. Hein. Il y a Alizé, Anna et Claire. Enfin, je vais pas... Voilà, il y en a beaucoup, mais en tout cas, merci beaucoup parce qu'ensemble, on se soutient. Et voilà, et sur le groupe Facebook, il y a une conversation Messenger, donc n'hésitez pas, allez dessus, on va parler entre nous, on va continuer à s'aider, ça ne s'arrête pas. Voilà. Et merci au Crésam, à Hugues, Séverine, Madame Abadi, à Anaïs aussi. Je laisse la parole à Madame Merlin et Madame Mana. Merci à tout le monde. Je ne sais pas si j'en ai oublié, mais voilà. Merci à Loïc aussi. Et à Nathalie. Merci Basile, merci beaucoup. On a vu une belle illustration que Basile nous a faite sur ce que peut être une communication inadaptée qui va passer par un comportement. Il nous l'a très bien illustré et c'est une chance de pouvoir aussi comprendre comment ça a fonctionné pour lui. Par rapport à l'importance d'expliquer le handicap à son enfant aussi, suite à la question qui a été posée tout à l'heure à Tim, sur le fait de pouvoir ni le minimiser ni dramatiser, mais en fait lui donner les clés et les informations dont lui peut avoir besoin pour comprendre qui il est, en fait, tout en sachant, bien sûr, qu'il ne se résume pas à ce syndrome charge, évidemment. Maintenant, nous allons avoir Madame Mana et Madame Merlin qui vont vous parler l'une et l'autre de leur parcours de vie, du parcours de vie de leurs enfants.
Et on va voir que les parcours de vie sont assez variés et différents. Donc, les différents axes que l'on va traiter, ça va être la force du réseau et des rencontres, l'accès aux spécialistes et aux centres de référence, le parcours administratif, nous avons une très belle petite vidéo pour ça, notamment la MDPH, et puis la question de l'inclusion en milieu scolaire. Ah oui, pardon. Une petite info aussi. À 5h, il y a un groupe de 50 étudiants qui va partir. Ça ne veut pas dire que c'est fini. C'est juste eux qui s'en vont. Voilà. Oui. Bonjour à tous. Donc, je suis la maman de Jocelyn Merlin, un jeune homme de 36 ans. Il est atteint du syndrome Charge, bien sûr. Il est benjamin d'une fratrie de trois enfants, deux grands frères. Il y en a un qui a 46 ans, l'autre 43 et Jocelyn 36. Voilà. Ça vous montre qu'on n'est pas tout jeune, hein, je suppose. Donc, ce syndrome polymalformatif a été identifié en septembre 89. Jocelyn avait 1 an. Non. Bon. Donc, Jocelyn avait 1 an et le syndrome Charge était peu connu, voire pas connu. Il a été identifié donc d'une façon littéraire, c'est-à-dire le médecin traitant qui a donc suivi Jocelyn a donc reçu un document tout en anglais. Et voilà, un jour il m'a téléphoné en me disant il faudrait que vous veniez, je vais vous traduire ça. Bien, ensuite, Jocelyn a passé 21 ans donc dans la Vienne, c'est-à-dire à 570 km de notre domicile, puisqu'on habite dans l'Ardèche, au CSA de Larnay et ensuite au foyer de vie de Neuville. Depuis 2017, Jocelyn donc réside à l'établissement d'accueil médicalisé de Saint-Laurent-Royan dans la Drôme. Il y a eu un petit rapprochement puisqu'on est à 75 km de notre domicile. Enfin, il est à 75 km de notre domicile. Alors, à la question qui nous était posée, à savoir qu'est-ce qui nous avait aidé dans le parcours de Jocelyn, enfant, on a passé un petit moment avec son papa pour essayer d'être clair et un peu quand même précis dans ce qu'on voulait expliquer. Son parcours de vie a été construit, puisqu'on est en milieu rural en plus, avec un syndrome Charge qui n'était pas très connu. Il a donc été construit à une époque où il n'y avait pas ni ressources comme actuellement, ni connaissances liées au syndrome. On était en milieu rural, pas de prise en charge de proximité. Cependant, on a rencontré, ce parcours a été jalonné par des rencontres qui ont été très, très, très importantes. Donc, en particulier, le médecin généraliste. Jeune médecin donc un peu prêt à faire vraiment un maximum. Il arrivait, c'était son premier poste, comme on dit parfois. Voilà. Et il nous a donné vraiment sérieusement un sacré coup de main. À savoir, il s'est posé beaucoup de questions, a fait quelques recherches, etc. Le pédiatre du CHU de Grenoble, un monsieur pas très grand, avec des jolis yeux bleus, très attentionné, et qui nous a vraiment, lui aussi, s'est posé beaucoup de questions, a fait de la recherche un peu, et nous a permis d'avancer. Parce que quand même, au départ, c'était quand même pas drôle. Rien n'allait, tout se compliquait. À chaque rencontre, il y avait quelque chose en plus. Un coup, c'était les yeux, un coup, c'était les oreilles, un coup, c'était le cœur, un coup, c'était... Enfin, il était mal fichu, quoi, et on ne savait pas quoi faire, ni comment s'y prendre. Donc, ensuite, on a eu d'autres rencontres, toujours des rencontres qui, à un moment donné, ont été porteuses, à savoir, on a rencontré une orthophoniste au CAMS de Valence, parce qu'il existait, on a eu connaissance de cette structure, on y est allé, et là, Jocelyn a été pris en charge par une orthophoniste qui se posait des questions sur comment cet enfant pouvait communiquer, exprimer ses émotions, ses ressentis, etc.
Bon, et elle a pris contact, enfin, je ne sais pas exactement comment, mais ça s'appelait SAFEP, ses fils, pour sourds aveugles, donc à Larnay. Et on était donc à Valence, hein, c'est-à-dire on était dans la Drôme. Ça a duré 2 ans sans réponse, et puis un jour, il s'est passé à nouveau quelque chose, et là on a eu contact avec, Poitiers, voilà, tout simplement. Des gens sont donc, je ne sais pas si les gens ne sont pas connus maintenant, Madame Chauvin, ça c'est très ancien, très ancien. Voilà, donc des éducateurs, des gens qui se posaient des questions sur ce syndrome, ils sont venus donc nous voir à la maison, donc en Ardèche. Et avec eux, on a avancé, on a mis en place une prise en charge à domicile, comment on pouvait. Et là, ils nous ont incité à aller vers la langue des signes un peu, de proposer à Jocelyn des pictos, enfin des images, enfin jouer. Tout ça, ça s'est construit de cette façon. Et après, à l'aide de ces diverses rencontres, toujours des personnes qui se sont comme ça, qui ont flashé, qui se sont posées des questions et qui nous ont aidés à avancer donc, dans le parcours de Jocelyn. De 4 à 8 ans, donc Jocelyn était donc avec nous à la maison. Il a donc bénéficié des divers. Après, ils nous ont aussi aidés. Alors ça a été un peu difficile aussi. Il a donc, parce qu'on sait que dans notre société, le 6 ans est important, hein, parce qu'on rentre dans la vraie école, on apprend à lire. Et là, il y avait quand même des questions. Donc, Jocelyn a bénéficié un peu de l'intégration en système scolaire ordinaire. Ça a été un peu compliqué, mais à l'aide des professionnels, donc toujours pareil, de Poitiers, du CAMS de Valence, ils nous ont suggéré de faire une recherche pour que Jocelyn soit accompagné. Donc, écoutez, un peu le système qu'on a actuellement avec les AESH. Ouais. On a rencontré une jeune femme sourde qu'on a embauchée et elle a accompagné Jocelyn donc, à l'école avec l'accord de l'inspecteur de l'éducation nationale, parce que ça, c'était pas courant, ça n'existait pas, et avec l'inspection du travail, parce que pour embaucher Aïcha, on avait fait un contrat avec son accord et la personne nous avait dit écoutez, moi je suis d'accord pour que vous fassiez cette embauche, mais il faut bien comprendre que s'il y a un autre enfant qui se présente, elle sera partagée, vous la partagerez avec cet enfant. Donc tout ça, ça ne nous posait pas de problème, ça s'est passé comme ça. Et toutes les rencontres dont je vous ai parlé, qui sont peu conventionnelles, ça je veux bien l'admettre, ont permis donc le cheminement de Jocelyn, souvent chaotique, ça je le reconnais, on le reconnaît, et qui donc il poursuit ce cheminement, qui aujourd'hui, avec encore quelques difficultés et quelques incertitudes, malgré ses 36 ans. Voilà. Je l'avais bien coincé. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est la maman de Daniel, un petit garçon de 8 ans qui est scolarisé 2 jours par semaine à l'école, en milieu ordinaire jusqu'à ses 7 ans, ensuite en classe Ulysse, et 3 jours par semaine en institut spécialisé. Donc, en ce qui me concerne, j'ai la chance de vivre dans une grande ville, notamment Marseille, dotée de grands hôpitaux qui desservent tout le département des Bouches-du-Rhône, avec des centres de référence spécialisés dans les maladies rares comme le syndrome de Charge. Dans ce contexte, le processus d'orientation et de prise en charge sont déjà bien établis et structurés. Les spécialistes sont confrontés à un grand nombre de cas, développent une expertise et sont capables d'orienter vers une prise en charge pluridisciplinaire déjà en place, comme pour les CAMS.
Grâce à ce réseau déjà existant, cette organisation permet de bénéficier d'une prise en charge coordonnée, rapide, faisant gagner un temps précieux aux familles. Ce qui a été également aidant dans le parcours de vie de Daniil est la prise en charge précoce, en CAMS dans un premier temps, dès ses 10 mois, il me semble, et dans un institut spécialisé dans un second temps. L'approche pluridisciplinaire, intégrant médecins, thérapeutes et éducateurs, a permis d'adapter les interventions aux multiples aspects du handicap de Daniil, favorisant ainsi sa capacité de développement. C'est la slide suivante. Donc, au terme de nos différents échanges avec Madame Merlin, nous avons pu observer que les ressources à disposition des familles pouvaient influer de façon significative le parcours de vie d'un enfant atteint d'un syndrome de charge et de sa famille. La disparité des ressources, tant en termes d'époque que de milieu, joue un rôle déterminant dans le parcours de soins des enfants. Par exemple, à une époque, donc celle de Madame Merlin, où les connaissances médicales étaient moins avancées et les infrastructures moins développées, l'accès aux soins était largement limité, surtout dans les zones rurales. De nos jours, bien que le progrès scientifique ait amélioré les diagnostics et les traitements, les inégalités persistent. Les personnes vivant proches des grands centres hospitaliers ou dotés de réseaux bien établis bénéficient d'un accès rapide à des spécialistes et à des soins de qualité. À l'inverse, ceux vivant dans de petites villes ou en milieu rural doivent souvent se battre pour trouver des informations, naviguer dans un système complexe et parfois même se déplacer sur de longues distances pour accéder aux services nécessaires. Donc après, toujours au terme de nos échanges avec Madame Merlin et nos réflexions, nous avons pu proposer des pistes d'amélioration. La première, selon nous, la plus importante, c'est la transposition des compétences spécialisées déjà présentes dans les grands centres hospitaliers. Comme le modèle de prise en charge thérapeutique dont Daniil, mon fils, a pu bénéficier il y a quelques années à l'hôpital Necker dans le cadre de ses troubles de l'oralité alimentaire, avec le professeur Abadi à l'époque. Ceci permettrait de répliquer efficacement des méthodes éprouvées, assurant ainsi une expertise accessible au plus grand nombre, mais évitant également des soucis organisationnels, des frais de déplacement et de logement souvent onéreux. Ce modèle-là a été, je précise, mis en place donc à mon retour de l'hôpital Necker avec les professionnels qui ont accompagné Daniil, moi-même à mon domicile, et ont pu permettre à Daniil, au terme d'une année, de manger normalement et de retirer sa gastrostomie, puisqu'à l'époque, c'était une alimentation entérale qu'il avait. Et après 1 an et demi ou 2 ans, il a pu manger des morceaux normalement. Donc aujourd'hui, Daniil mange normalement, à l'exception des viandes rouges qui sont quand même un petit peu difficiles pour lui à mastiquer. Comme celui de ce midi, voilà. Donc, il y avait aussi la deuxième piste, c'était le renforcement des partenariats entre les grands centres hospitaliers, les établissements locaux pour permettre un accès plus large à l'expertise médicale, notamment par le biais des centres des maladies rares, avec un accès simplifié tant en milieu hospitalier qu'en milieu libéral. C'est vrai que ça nous arrive d'aller voir un médecin lambda, parce que le pédiatre n'est pas disponible ou que le médecin de famille ne l'est pas non plus, mais on est souvent confronté à la méconnaissance de la maladie et il n'y a pas de moyen pour eux de savoir tout de suite au denté de quoi il s'agit. Ensuite, il y avait la création d'une plateforme centralisée dédiée spécifiquement au syndrome de charge, qui regroupe les ressources et les contacts professionnels. Pourquoi pas à travers le CRESAM, donc compléter cet accès aux informations. Maintenir les prises en charge au sein des IME et établissements pour adultes garantit la préservation de l'approche pluridisciplinaire où professionnels de santé, rééducateurs coordonnent leurs actions pour un suivi personnalisé global de l'enfant. Cela permet d'adapter les soins en continu et en fonction de l'évolution de l'enfant ou de la personne adulte, optimisant ainsi les progrès, contrairement au tout dehors, promu actuellement par les réformes
gouvernementales. On nous invite toujours gentiment à aller consulter en libéral pour de l'orthopsie, pour une prise en charge orthopsie, donc c'est même plus une consultation, pour de l'orthophonie, donc des spécialités qui sont très rares chez les petits de surcroît. Ensuite, il y avait la piste de l'organisation des rencontres itinérantes régulières à travers le canal du Crésam, toujours, complétant ainsi son travail de sensibilisation déjà en place, donc lors de leur visite dans les différentes villes de France. Et pour la dernière pastille, je repasse la parole à Madame Merlin pour développer celle-ci. Alors, attends, je reprenne bien ça, bien droit. Comment j'avais coincé? Non, c'est bon, là? Merci, Séverine. Oui, la dernière pastille, c'était surtout pour expliquer que voilà ce qu'on vit. On souhaitait donc penser à une réflexion sur la reconnaissance en tant qu'identité de la surdicédité, à savoir qu'on ne soit pas obligé à chaque fois de faire qu'on veut que l'enfant ou l'adulte soit accueilli, faire un choix entre il est sourd, hein, il est malvoyant, voilà. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est en surdicécité et que c'est des besoins qui sont quand même différents et que ce n'est pas une addition, hein, que c'est en soi une identité. Et moi, j'y tenais beaucoup, on en a beaucoup discuté, parce que bon, mais ça me paraissait important qu'on puisse se le dire et qu'une réflexion puisse être engagée dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que demain, il y aura tout ce qu'il nous faut, qu'on va pouvoir, dans toute la France, avoir des accueils et que tout va bien se passer. Mais actuellement, si on regarde bien, il existe 3 pôles, on peut dire ça comme ça. Un dans l'île, hein, vers l'île le nord. Il y a Lyon, hein, donc pour la région Aura. Voilà. Et puis, le 3e, je l'ai mangé, c'est Poitiers. C'est pour ça, parce qu'on est là. Voilà. Ça couvre quand même pas énormément. Et je trouve ça voire agaçant, voire même hier avec une maman, on se disait que c'était pas possible, qu'on nous pose toujours la même question et qu'on nous pose toujours la même démarche. Bah écoutez, faut choisir, hein, vous choisissez, puis après on s'adaptera. Et allons donc. Voilà. Juste une petite parenthèse. Ah ben ça on nous dira peut-être tout à l'heure. Je vous ai donné le bébé, vous n'avez plus qu'à l'emmailloter, le faire parcourir ce besoin de réflexion. Merci beaucoup. Donc nous poursuivons avec le parcours administratif, donc celui de la MDPH et ses tumultes. Donc bien que l'objectif initial ait été de mettre en avant ce qui est aidant pour les familles, évoquer la MDPH dans un registre positif est un peu comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin avec un bandeau sur les yeux. Donc ce qui ressort de nos expériences respectives, s'il vous plaît, c'est que nous constatons malheureusement qu'il s'agit là d'une administration opaque. Les processus et les décisions sont souvent très difficiles à comprendre pour nous, familles. Il y a absence d'interface. Il n'existe pas de moyens faciles pour communiquer avec les référents de dossiers ou même obtenir des informations de mise à jour sur l'état des demandes. Un manque d'accès à l'information. Les familles se retrouvent sans informations claires ou précises sur les démarches et les décisions en cours et des délais prolongés de traitement. Les dossiers sont souvent traités avec des retards importants, ce qui entraîne des périodes d'attente prolongées, des incertitudes pour les familles, entravant même certains projets personnels ou même des projets de scolarisation ou d'entrée en IME. Toutefois, la situation de l'enfant peut évoluer pendant ces délais et rendant parfois même la demande caduque. La fréquence de renouvellement de dossiers est beaucoup trop importante. Et la disparité administrative importante entre les régions dans le traitement des dossiers à l'attribution des allocations.
Donc toujours dans la même optique de piste de réflexion, nous proposons les choses suivantes. Mettre en place des systèmes de dépôt et de suivi en ligne où les familles peuvent suivre l'avancement de leur dossier en temps réel. Ensuite, Madame Merlin avait d'autres pistes. Oui. Voilà. Donc, sur le prolongement de la durée d'attribution, notamment pour les plus jeunes, l'idée, c'est donc, d'après ce qui vient d'être dit, là, c'est vrai qu'on peut attendre 6 mois, 9 mois avant d'avoir une réponse. On vous donne une notification pour 2 ans. Vous êtes pratiquement, ça a duré 3 ou 4 mois, vous étiez à peu près tranquille, puis hop, on recommence. Hein, parce qu'on repart sur 6 mois, 9 mois, etc. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, bon, mettre 5 ans d'affilée sur un jeune enfant, ça peut être un peu compliqué, mais parfois ça pourrait quand même aider. Et s'il y a progrès au milieu, ben, on le signale, enfin il faudrait pouvoir le signaler de façon, je veux dire, simple, facile. Alors, nous, on donne des solutions, on a imaginé, mais je veux dire, on ne dit pas que ça va se faire demain. Hein. Bon, voilà. Après... Une petite phrase pour compléter votre intervention. Ouais. C'est juste qu'on sait, juste 30 secondes, juste on sait quand même, à travers nos expériences et à travers les différentes interventions, on sait que le syndrome charge... sa spécificité, c'est quand même des atteintes congénitales et qui ne risquent pas d'évoluer, entre guillemets, positivement. Donc, refaire un dossier au bout d'1 année ou même 2 ans, quand on sait aussi que dans les commissions de réflexion et d'attribution, il y a aussi des médecins qui siègent, on trouve ça un petit peu, entre guillemets, grossier, qu'on nous demande de refaire des dossiers quasi tous les ans. Voilà. Voilà. Alors, juste après, je vous ai dit tout à l'heure que Jocelyn avait 36 ans. Ça fait depuis qu'il a 32 qu'il a des... Comment dirais-je, que ces dossiers se sont un peu, comment dirais-je, c'est moins compliqué parce qu'il a bénéficié de notifications sans limitation de durée. Je vois que ça parle. Donc il a bénéficié pour la AAH, il a bénéficié pour la carte de stationnement, il en a bénéficié pour la carte aidez-moi, la carte d'invalidité. Après, il est passé à 10 ans, ça c'est important aussi. Il est passé sur des 10 ans sur l'orientation, 10 ans sur le forfait, l'accompagnement, l'aide, comment on appelle ça, les aidants. Hein, voilà. Donc, bon, c'est surtout quand ils sont adultes, à un moment donné, voilà, on peut avoir il peut y avoir cette possibilité. Ce que je voulais dire... c'est qu'on a c'est qu'on en est là. Harmonisation. Non, c'était pas moi là. Oh là là. C'est dur l'alternance. Hein. Vous voulez que je saute une pastille là? Bon, d'accord. Alors, harmonisation nationale des décisions. Alors ça, je vais vous donner un exemple. Jocelyn, il a bénéficié. Vous savez que maintenant, il existe un forfait surdicécité en PCH, d'accord? Décret 2022. Ouais. Et là, on est en 2024. Et Jocelyn, il en bénéficie depuis, un petit mois. Ouais, bon. Tout simplement, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, que je disais que c'était intéressant qu'on soit dans la réflexion, de bien comprendre que la surdicécité, c'est une identité. Là, je pense que c'est une première marche. Mais c'est une reconnaissance administrative, hein, puisque c'est un forfait qui nous est proposé, c'est une PCH. Donc, on peut penser quand même que quelque chose s'amorce dans cette fameuse identité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je l'ai pensé comme ça. Et l'harmonisation nationale, pourquoi on a pensé à ça? Parce que moi, si je prends l'exemple de l'Ardèche, quand c'est arrivé, il a fallu un bon moment. Vous voyez bien, on a bénéficié donc il n'y a pas très longtemps.
Pourquoi? Alors, quand on demande pourquoi ça se passe comme ça, gentiment, hein, c'est juste pour être informé, ben, ils n'avaient pas le bon logiciel. Voilà, ben, je vois que ça parle. Donc, alors, bon, ben, en Ardèche, on n'avait pas le bon logiciel. C'est pas grave, hein, ça ne nous empêche pas de vivre, ni rien, mais c'était comme ça. D'accord. On me demande de me taire. Voilà, donc c'était juste pour sur cette pastille. Après, vous savez que là, on a quand même région, département, qui peuvent aussi encore rajouter des différences de traitement, d'interprétation, enfin, etc., etc. Voilà. Donc c'était ça que je voulais vous faire parvenir. Vous voulez que j'aille juste en bas? Je refais la transition en bas. Et je voulais aussi la pastille verte. Vous savez, là, vous l'avez là, portail d'information centralisé. Alors, Madame Mana vous dira sans doute d'autres choses, mais moi, je voulais juste vous dire une chose qui nous a traversé quand, par exemple, quand on va en vacances avec Jocelyn. Il tombe malade, vous allez chez le médecin généraliste, et là, on passe sur la consulte au moins un quart d'heure à expliquer qui a là ce qui va pas, là, sortir le papier, puis là on voit que le petit va pas bien, on a la feuille qui est tombée, vous ramassez, etc., etc. Et la question qu'on se posait, c'était de savoir si dans chaque médecin pouvait pas avoir sur son ordinateur une petite pastille, un petit, je vois que ça fait sourire. On clique et puis bof, d'entrée là les bonnes informations, tout va bien se dérouler, on va pouvoir, je sais pas. Voilà, c'était ça. Alors après, je suis sur la réduction des délais de traitement. Donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Il faut souvent normalement, ce qu'on nous annonce, c'est 4 mois, hein, ce qui pourrait être la norme, on va dire. Les délais, légal, le délai légal. Et puis après, on est sur 6, voire 9. En Ardèche, c'est 6 mois. Ailleurs, je ne sais pas trop, 9 mois pour Marseille, apparemment. Alors, peut-être que une solution, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas plus de personnel, mais là, on n'y est pour rien. Hein, on va pas passer l'après-midi là-dessus. Par contre, que le dossier administratif soit un petit peu simplifié, ça nous aiderait un peu, peut-être. Voilà. En sachant que ce qui est très, très important dans ce dossier, ce dossier, c'est quand même... en tout cas, en Ardèche, j'en suis sûre, c'est quand même le certificat médical. Hein, c'est quand même le médecin qui déclenche tout ou rien, quoi. Enfin, c'est le médecin qu'on va voir qui remplit Donc, il faut qu'il remplisse avec sérieux et même des fois, il peut rajouter des commentaires. Ça peut aider à l'évaluation. Le parent peut aussi dire, moi, je voudrais que ça soit spécifié. Il mange tout seul, oui, mais j'ai passé, je ne sais pas combien de temps à couper les petits morceaux. Je choisis tous les aliments. Il a une texture spéciale. Enfin, je vous donne un exemple uniquement. Voilà. Je pense que j'ai fini. Je passe à Madame Mana. Donc oui, voilà. Donc là, c'était la note informative de Madame Merlin. C'est bon? Oui, non, c'était pour la MDPH. Oui. Donc on passe à l'inclusion. Sujet aussi fâcheux et épineux que celui de la MDPH. Mon parcours personnel a été semé d'embûches et de difficultés. Il est difficile de l'aborder de manière positive aussi. Donc la première difficulté qui s'est présentée à nous, c'était celui avec les contrats d'AESH. Donc leur contrat est limité à 22 heures. Pour un enfant scolarisé à plein temps, le besoin réel est de 24 heures. Hors pause médiane, laissant une brèche dans la couverture des besoins d'accompagnement de l'enfant, obligeant parfois les familles à trouver des solutions par elles-mêmes ou à laisser leur enfant sans accompagnement. Donc autant dire que pour ceux qui sont très malvoyants et très malentendants, c'est exclu. Donc en général, le chef de l'établissement refuse et la maîtresse aussi. La deuxième difficulté, c'est le manque de formation des AESH et l'attractivité des postes. Même lorsqu'un AESH est attribué, dans la grande majorité des cas, cette personne n'a aucune notion ou connaissance préalable du handicap. Aucune
formation spécifique n'est exigée au moment du recrutement, ce qui rend l'intégration de l'enfant plus difficile. Et cela s'ajoute au fait que ces postes ne sont pas attractifs en termes de rémunération. Donc les personnes vont chercher ailleurs une meilleure rémunération. Et ça impacte directement sur la qualité d'accompagnement. Troisième difficulté, c'est la multiplication des dossiers de demande. Les AESH et les AIH, donc les personnes qui s'occupent des enfants en situation de handicap pendant les heures médianes ou en périscolaire, ne sont pas recrutés par les mêmes instances. Donc pour les AESH, c'est l'inspection académique et les AIH, c'est les mairies. Donc cela varie en fonction de la taille et des ressources de la commune. L'information tardive sur l'attribution de l'AESH. Donc, en général, c'est le premier jour. On va avec notre enfant à l'école et on découvre ou pas s'il est accepté à l'école, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'accompagne ou pas. Donc, ce qui laisse les familles et les enfants dans une grande incertitude et peut entraîner le renvoi de l'enfant chez lui. Ce qui est inacceptable pour une politique d'inclusion. Donc, je me suis moi-même retrouvée dans cette situation plusieurs fois. On est rentré gentiment à la maison avec Daniel. Ensuite, cinquième difficulté, soutien des établissements spécialisés. Mon enfant a la chance d'être suivi par un institut spécialisé en déficience visuelle, habilité à intervenir sur le lieu de scolarisation, ayant ainsi la possibilité d'apporter les adaptations nécessaires, telles que l'accès à l'information en braille si nécessaire ou en gros caractères. Enfin, ils adaptent en fonction de la vue. Certaines écoles sont malheureusement réfractaires à cette sensibilisation. Ils l'aperçoivent comme étant de l'ingérence. Ils ne veulent pas de personnes étrangères à leur établissement et parfois ils n'ont même pas accès à l'établissement. C'est des personnes qui restent dehors et l'enfant reste sans adaptation. Ensuite, sixième difficulté, dans le parcours de vie, dans le parcours d'inclusion de Daniel, il est arrivé qu'il ne bénéficie pas d'AESH à la rentrée. Cela a duré 5 semaines sans que Daniel ne soit scolarisé sur une année, sous prétexte du manque d'AESH. J'ai donc décidé de faire valoir ses droits en déposant une plainte contre le rectorat auprès d'un tribunal administratif par le biais d'un référé liberté, ce qui a mené à une nomination dans les 72 heures qui ont suivi la plainte. Donc le référé liberté, ça sera plus tard pour l'explication. Je pourrais, hein. Vous voulez qu'on l'explique maintenant ? Allez. Donc, c'est quoi un référé liberté ? C'est un levier à disposition de tout citoyen qui est essentiel pour les familles confrontées à des dysfonctionnements graves dans la prise en charge de leur enfant en situation de handicap. Il permet une intervention rapide lorsque les recours classiques sont trop lents pour garantir le respect des droits fondamentaux. Donc il y a quand même des conditions à respecter. C'est l'atteinte à une liberté fondamentale. Cela inclut l'accès à l'éducation, c'en est un. C'est une entrave. Le caractère urgent. Si l'absence de prise en charge immédiate met en péril l'éducation de l'enfant, donc en l'occurrence pour Daniel, ça a été 5 semaines. Déjà qu'ils vont avec un faux départ, donc des problèmes... des déficiences qui ne leur permettent pas l'accès à l'information comme tous. Voilà, tout simplement, c'est un faux départ. Donc, rajouter à cela un délai long de prise en charge, c'est un caractère urgent. Il est considéré comme tel, en tout cas. Et la manifestation d'une atteinte illégale. Cela signifie que l'action ou l'inaction de l'administration ne respecte pas la loi de manière flagrante. Ça veut dire que si l'inspection académique ne met pas quelque chose en place, donc c'est une inaction de leur part, c'est une entrave aussi à la loi. Donc à partir de ces 3 éléments-là, vous prouvez que vous avez accès à ce référé liberté et c'est pris en charge dans les 48 heures. Donc à partir, le délai de prise en charge, de jugement, après la saisine, après le dépôt du dossier de 48 heures. En ce qui nous concerne, après 72 heures, ça s'est réglé. Donc le rectorat a été convoqué par le tribunal. Nous avons été convoqués par le tribunal. Ils ont très vite mis quelqu'un en place en tout cas, ce qui m'a amené à retirer ma plainte parce que ils auraient été contraints de dédommager la famille à hauteur de 500 € par jour. Donc ils ont préféré vite
mettre quelqu'un payer à 800 € le mois que de payer 500 € à la journée. Le calcul est vite fait. Donc voilà, les sous en tout cas motivent très souvent les décisions. Voilà pour ce qui est du référé liberté. Donc pour les propositions d'amélioration en inclusion scolaire, nous avons pensé évidemment à l'allongement des contrats, ce qui est logique pour combler la brèche des 2 heures. La simplification et la centralisation du recrutement des AESH et AIH, donc ça évite la multiplication des demandes, des dossiers, de courir partout. Et rendre la formation des AESH obligatoire sur le milieu du handicap afin de professionnaliser ce métier. Cela induirait de fait à une revalorisation salariale des AESH. Le rappel de l'obligation de coopération entre les établissements scolaires et les IME, donc une sensibilisation à l'inclusion, et une communication en amont sur l'attribution des AESH, par exemple en fin d'année lors de la dernière ESS. De dire oui, l'enfant a eu une AESH à partir de la rentrée suivante. Elle est attribuée de manière mutualisée ou pas à l'enfant. Enfin, avoir toutes les informations en amont de manière à ce que nous, familles, puissions être sereins après une année très difficile passée à l'accompagnement de nos enfants et passer un été, entre guillemets, un peu comme tout le monde et pas se soucier des soucis de la rentrée, etc. Voilà, donc ça c'était en ce qui concerne l'inclusion. Donc on a parlé des textes de référence, donc le référé liberté, et d'un article de l'éducation, du Code de l'éducation, qui stipule que la scolarisation des élèves handicapés implique une coopération entre l'éducation nationale et les services médico-sociaux, les collectivités territoriales et les associations de parents d'élèves. Cette collaboration est essentielle pour assurer une prise en charge globale et cohérente des besoins des élèves. C'est une obligation pour les écoles d'ouvrir leurs portes aux centres médico-sociaux ou aux professionnels de la santé pour accompagner nos enfants en difficulté. Ça, il ne faut pas hésiter. Il y a des leviers qui existent. Il y a des textes de loi qui sont là pour accompagner les citoyens lambda et encore plus les personnes les plus vulnérables. Il ne faut pas hésiter à les solliciter. J'ajoute quand même une petite parenthèse, j'ouvre rapidement une petite parenthèse sur le fait que ce n'est pas non plus aisé et facile, parce que ça suscite quand même beaucoup d'anxiété. C'est des situations anxiogènes, c'est pas évident, mais on est là pour nos enfants et on doit se battre pour. Voilà, c'était pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Madame Anna et Madame Merlin. Nous avons pris plus de temps que prévu, comme tous les autres intervenants, mais ça nous semblait important de pouvoir écouter les personnes les plus concernées et de prendre ce temps-là. On voit aussi à travers l'illustration de ces 2 situations que chaque parent fait comme il peut, avec ce qu'il est, avec le contexte dans lequel il est, et qu'il n'y a pas de meilleure manière aussi de réagir. Chacun fait vraiment du mieux qu'il peut, et parfois le meilleur choix n'existe pas aussi. Et je laisse tout de suite la parole à Isabelle Bouillevaux. Bonjour à tous. Donc je suis Isabelle Bouillevaux. J'ai intégré le CRESAM il y a quelques semaines en tant que médecin conseiller technique. Et dans ce cadre-là, l'équipe du CRESAM m'a proposé de participer au groupe de travail sur le parcours de vie. Et moi, j'ai bien sûr dit oui en proposant de vous présenter un petit peu le parcours de soins et la coordination du parcours de soins, puisque c'est mon travail depuis de nombreuses années dans l'unité d'accueil et de soins pour sourds et malentendants au CHU de Nancy, où on fait de la médecine générale pour les personnes sourdes et de la coordination de leurs soins. Donc ça me paraissait un sujet, somme toute, assez simple. Et il y a 2 choses quand on parle de parcours de soins. La première chose, c'est bien sûr quel parcours de soins. Tu peux passer la slide, s'il te plaît. Dans le syndrome de charge, ça paraît somme toute assez simple, puisqu'il y a un protocole national de diagnostic et de soins qui relate tout ce qu'il faut faire comme prise en charge médicale adaptée. Et du coup, on peut se baser sur ce document pour pouvoir faire la prise en charge. Dans ce protocole, il est dit qu'il faut prévoir une consultation annuelle auprès
d'un généticien ou d'un pédiatre du centre de référence ou du centre de compétences maladies rares qui correspond au syndrome de Charge. Les filières maladies rares, c'est des filières qui ont été organisées en France autour de maladies rares. Par exemple, si on prend les maladies cardiaques, si vous avez un syndrome cardiaque d'origine génétique rare qui entraîne des troubles du rythme, vous allez intégrer assez simplement la filière qui s'appelle cardiogène, soit par la partie pédiatrique, soit par la partie adulte, avec des centres de référence qui sont assez facilement retrouvés. Mais oui, tu peux passer la slide suivante. Par contre, alors là, on voit tout de suite que ça se complique. Chaque filière maladie rare s'est mis des petits noms, pas forcément faciles à retenir. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que le syndrome de Charge, ça comporte de multiples pathologies qui concernent de multiples organes et que de ce fait, ça complique le fait de savoir vers qui se tourner. Dans le PNDS, il est noté que les centres de référence à Nancy pour le syndrome de Charge, c'est les personnes référentes, c'est le docteur Laetitia Lambert, en génétique, et le professeur Brix, qui travaille en chirurgie maxillofaciale. Et puis, il m'a été relaté en fait, que c'était extrêmement compliqué de savoir vers qui s'adresser en premier, de savoir vers qui s'adresser parfois chez l'enfant, mais très souvent chez l'adulte, qu'il n'y avait pas forcément de lien entre certains centres de référence et certains centres de compétences de proximité, et que parfois, il y avait des centres de compétences qui étaient inscrits, qu'on appelait les gens et qu'en fait, ils n'étaient même pas au courant qu'ils étaient centres de compétences sur le syndrome de Charge. Donc je me suis dit, moi, je vais chercher un petit peu ce qui se passe dans mon établissement, de l'autre côté de la France, à Nancy. Et en fait, déjà, alors, il y a une plateforme maladies rares au CHU de Nancy qui regroupe en gros tous les centres de maladies rares du CHU. Quand je cherche sur le syndrome de Charge, il y a 2 personnes qui sont référencées, mais qui ne sont pas les mêmes personnes que sur le PNDS. Donc, il y a toujours le docteur, la généticienne, mais par contre, c'est un autre pédiatre, pas du tout en chirurgie maxillofaciale. Donc, j'ai contacté ces personnes pour savoir quelle était la prise en charge spécifique et la coordination des soins, quels étaient leurs liens avec le centre de référence, avec le professeur Abadi, à Necker. Et puis comment travailler ensemble ces personnes. Le pédiatre m'a répondu, on les prend en charge, ça se passe bien. Okay. C'est surtout l'ORL qui s'occupe de ça. Okay. Donc ça a été très court. Donc il m'a rebasculé sur l'ORL, ORL spécialisé en pédiatrie, qui m'a dit oui, on prend en charge les syndromes Charge, et s'il y a un pédiatre qui assure, en gros, ça se passe bien sur la coordination de soins, sinon c'est plus compliqué. Okay. Pas du tout de référence à l'autre personne qui travaille en génétique, pas du tout de référence non plus, j'ai pas eu de réponse sur les liens avec le service, le centre de compétences à Necker. Et puis, c'était très marrant, sur la partie adulte, donc il me dit, sur la partie adulte, il n'y a rien qui se passe. Il faudrait peut-être créer un CRESAM adulte qui gère ça. Donc là, on voit bien la méconnaissance aussi des dispositifs médico-sociaux. Et de l'autre côté, donc j'ai la généticienne qui me dit, mais pas du tout. Moi, je suis censée les voir tous les ans, les enfants, pour faire la coordination de soins, parce que c'est une coordination de soins, comme vous le savez, très complexe. Et je suis aussi censée voir les adultes tous les 2 à 3 ans, comme c'est noté dans le PNDS. Sauf que je n'en vois pas. Donc, OK. J'ai aussi contacté le service du professeur Abadi, son secrétariat, pour savoir justement sur l'adulte. Et la réponse a été, mais les adultes, on les voit pas ou plus. Notamment, il y en a beaucoup qui n'ont plus envie d'être suivis. Donc voilà un petit peu sur quoi je suis tombée. Donc autant vous dire, je suis un peu tombée des nues en voyant tout ça. Donc je comprends le désarroi des personnes qui cherchent à avoir une coordination de parcours de soins pour eux, en tant qu'adultes Charge, ou pour leurs proches ou pour leurs enfants. Et puis la deuxième partie dans le parcours de soins, c'est l'adaptation du parcours de soins au handicap de la personne. Alors je vous ai mis cette petite plaquette du Handi Accès Morbihan. Pourquoi ? Parce qu'il y a la charte Romain Jacob dessus.
Et si vous dites aux établissements, est-ce que vous êtes accessible aux personnes en situation de handicap, aux établissements hospitaliers, tous vont vous dire, oui, oui, on a signé la charte Romain Jacob. Alors je mets au défi les personnes qui nous répondent ça, déjà de nous décrire ce qu'est la charte Romain Jacob en détail. Et puis, alors moi, je voulais changer l'image, donc j'ai fait ça hier, mais je ne vous l'ai pas remis, mais juste pour vous donner une illustration, et sans citer l'hôpital. Donc il y a un hôpital qui dit donc on est signataire, qui remet tous les éléments de la charte Romain Jacob, et donc ils disent pour ça, l'établissement et ses équipes s'unissent pour assurer une meilleure offre de soins aux personnes en situation de handicap. Accès facilité à l'établissement, on ne sait pas trop, chien guide accepté, encore heureux, c'est une obligation, échelle de douleur adaptée, offre hôtel hospitalier, fauteuil roulant, livret d'accueil en braille et dispositif audio pour malentendants, au point info ou au service admission. Voilà l'adaptation handicap de cet établissement, qui est un énorme établissement hospitalier, en lien avec la charte Romain Jacob. Et donc, quand même, il y a des établissements qui se sont bougés pour faire de l'accessibilité et qui ont mis en place des dispositifs handi, donc handi accès, handi relais, etc. Donc, ce sont des équipes qui accompagnent ces personnes en situation de handicap dans leur système de soins pour le rendre le plus accessible possible. Je veux bien que tu passes après. Après, alors j'ai mis Santé BD parce que ça reste un outil extrêmement précieux dans l'adaptation de l'offre de soins. Mais par contre, par exemple, pour hors surdité, au CHU de Nancy, pour l'instant, l'aide à l'accessibilité aux soins, c'est fait par des personnes qui sont en service civique pour 8 mois, avec une formation de quelques jours sur le handicap. Donc ça, c'est des fausses bonnes idées, ou en tout cas c'est de la bidouille. Alors je vous ai mis Santé BD parce qu'il y en a qui vont nous dire non, mais on utilise Santé BD, donc c'est bon, on se rend accessible. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Et c'est pas des personnes en service civique qui vont permettre aux personnes en situation de handicap complexe de pouvoir accéder aux soins de manière optimale. Et puis il y a aussi les unités d'accueil pour sourds, donc là où je travaille à Nancy. Pour vous illustrer ça, en fait, elles ont été créées dans un contexte de VIH et depuis à Paris au départ, et puis depuis il y a eu plein d'unités d'accueil pour sourds. Mais vous voyez que c'est complètement disparate sur le territoire, au même titre que les dispositifs handi dont je vous ai parlé. Donc, par exemple, nous à Nancy, au niveau de la coordination des soins pour les personnes sourdes, il n'y a pas de problème, tout est géré par notre unité. Par contre, si vous avez un handicap associé, visuel ou déficience intellectuelle ou autisme, ça va être compliqué. Parce que nous, on n'est pas assez compétents dans ce domaine, on aurait besoin d'un dispositif handi. Par contre, à Reims, c'est l'inverse. Il n'y a pas d'unité d'accueil pour sourds, mais ils ont une super équipe handi relais. Donc tout ça, en fait, est très disparate sur le territoire. Pourquoi ? Parce que c'est des volontés individuelles ou d'équipes ou de militants dans le champ du handicap qui vont permettre l'ouverture de ces unités, mais ce n'est pas une volonté nationale, gouvernementale. Et ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, adapter les soins, ça veut dire accéder aux soins, mais aussi y adhérer. Et c'est ce que disait Basile tout à l'heure, comprendre sa maladie, c'est hyper important. Donc, par exemple, une personne qui a un syndrome charge, qui est en langue des signes et qui a besoin en plus qu'on s'adapte à la déficience visuelle, à des modes de communication qui ne sont pas que de la langue des signes, parce qu'il faut des pictos ou du Santé BD ou encore plein d'autres modes de communication, faut qu'on allie tout plein de compétences pour accéder à ça. Et par exemple, un enfant qui a un syndrome charge et qui est en langue des signes, pour moi, c'est une évidence qu'il faut une accessibilité pour cet enfant, même si les parents comprennent ce qui se passe. Par exemple, en mettant un interprète en langue des signes et ce qu'on appelle une intermédiatrice sourde, donc une personne sourde qui va réadapter le message pour l'enfant. Et ça, c'est hyper important pour que déjà un enfant charge puisse se projeter dans ses soins d'adulte en autonomie en tant que personne sourde signante avec probablement du handicap associé. Et je vous ai juste remis aussi Handifaction, qui est assez méconnu. Handifaction, c'est si vous avez, vous, un proche ou quelqu'un que vous connaissez, qui a une difficulté d'accès aux soins, il faut le signaler sur cette application, qui est très simple d'utilisation, parce qu'en fait, les chiffres sont assez biaisés sur cette plateforme.
On dit qu'il y a que environ 20-25% des personnes en situation de handicap qui ont des difficultés d'accès aux soins, ce qui n'est pas vrai. Il y en a beaucoup plus parce que il faut encore pouvoir répondre à ce questionnaire, et ça, c'est pas toujours facile. Donc, je vous invite à signaler dès que vous avez un souci d'accessibilité aux soins. On a du travail. Je pense qu'on peut le faire aussi. J'en discuterai. J'aurais aimé que le professeur Abadi voit cette présentation, mais notamment sur l'accessibilité des filières. Donc, ma petite enquête va déboucher sur une réunion de travail entre, par exemple, les différents acteurs au CHU de Nancy autour du charge et de voir comment on protocolise ça. Je pense que c'est très important de pouvoir protocoliser comment Necker travaille avec les autres centres, comment on travaille au sein d'un même CHU. Pour ça, j'ai besoin de vos retours pour savoir ce qui coince quand vous avez besoin d'avoir accès aux centres de référence et centres de compétences. Et puis, si vos droits pour vous ou vos proches sont non respectés en termes d'accessibilité, handifaction et aussi défenseur des droits. Il y a un défenseur des droits par département. Signalez à chaque fois que vous avez un souci pour que ça puisse remonter et être amélioré. On remercie vraiment chaleureusement Madame Merlin, Madame Mana qui a disparu, Basile et Isabelle pour leur présentation. Ça a été un vrai plaisir de travailler ensemble et de créer cette présentation-là.